Bonjour Fred. Bonjour. Donc Fred, tu es auteur d'une œuvre qui s'appelle Pigeon, canard et patinette. Je me C'est trompe pas, ça, hein, parce que bon, des fois c'est bien. j'inverse. Oui, oui. Euh, bah, parle-nous-en, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une nouvelle qui a été écrite après un appel à texte qui a été lancé par les éditions du Passager clandestin, euh, qui était basée sur une nouvelle de Jean-Pierre Andrevon qui s'appelle Les Retombées qui parlait d'une catastrophe nucléaire qui était gérée par l'État et par l'armée d'une façon un peu discutable, puisque personne n'était au courant de ce qui se passait, ils cachaient un peu tout, on ne savait pas trop. Et donc, bon, à la suite je ne vais pas raconter l'histoire entière, mais à la suite de ça, donc, on nous avait proposé d'écrire, pas forcément une suite, mais une histoire qui se passe un peu dans un univers dans lequel il y a un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire catastrophe nucléaire, pareil, et puis le côté du mystère que fait planer l'État sur sur les causes réelles de la catastrophe. Donc j'ai écrit une histoire et puis elle a été retenue pour l'appel à texte et voilà. Donc en fait, cette histoire est née d'une contrainte surtout à la base, puisqu'il y avait Voilà, des oui. consignes, c'est Oui, ça? oui, il y avait une consigne particulière. Oui, d'accord. Oui. Et alors, bon, pigeon, canard et patinette, qu'est-ce que Voilà. c'est? Faut pas dévoiler. Alors, grosso modo, c'est un peu la vie quotidienne d'une communauté de mutants, de rescapés d'un incident nucléaire qu'il y a eu dans une centrale, et qui vivent donc dans ce qu'on appelle la zone d'exclusion autour de la centrale, qui a un rayon d'à peu près 30 km. Et donc cette zone a été isolée du reste du monde, soi-disant pour empêcher les radiations de passer, comme ça avait été le cas quand les nuages de Tchernobyl sont passés. Donc ils ont construit un mur, ça arrête les radiations et on laisse les mutants à l'intérieur. Et donc l'armée continuait d'intervenir, il ravitaillait les mutants qui, euh, qui s'occupaient encore de la centrale parce que l'armée récupérait du plutonium dedans pour des motifs qui restent cryptiques. Voilà, et donc c'est un peu leur vie quotidienne. Alors ils sont tous un peu malades, ils ont des handicaps parfois assez lourds. Parce que du coup, pigeon, canard et patinette Et sont des Pigeon, personnages. Canard et Patinette, c'est trois des personnages de l'histoire. D'où ce titre sympa. Voilà. D'accord. Et du coup, bah, c'est clairement une œuvre politique quand même, parce qu'il y a Oui, une organisation dedans et qu'il y a aussi, bah, justement, comme tu l'as dit, l'armée oui. qui vient. Et du coup, bon, c'est quand même une critique quelque part aussi je Oui, pense que c'est assez horrible de laisser vivre ce putain. bah, d'autant plus que, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais oui, c'est horrible. Euh, mais ce que je voulais faire transparaître dans cette histoire un peu, c'était que en dehors de la gestion que peut faire l'État de ce genre de catastrophe, ce qui compte surtout, c'est la façon dont les gens gèrent eux-mêmes leur quotidien, dont eux ils gèrent la situation et d'une certaine manière compensent les lacunes des institutions, euh, juste par un comportement bienveillant et tout ça. De quelle façon ils essayent d'améliorer les choses et de donner un peu d'espoir Oui, parce sur que les gens. c'est ça qui transparaît vachement, justement, c'est que c'est hyper bienveillant et que du coup, on rigole depuis tout à l'heure, mais c'est humoristique, le livre est humoristique, donc si on rigole, c'est pas Oui. parce qu'on est méchant, c'est parce que c'est humoristique. Oui, parce que l'humour, c'est un peu un réflexe de survie, quoi, parce que si on, si on s'abandonne un peu à à la mélancolie, après, c'est la pente. Donc on est obligé d'essayer de rigoler à un moment, de prendre les choses, pas forcément du bon côté, mais de, de garder l'espoir, quoi. Donc t'as voulu... C'est un peu ce que j'ai voulu illustrer Ouais, avec l'humour en fait. avec l'humour. Ouais. Et c'est pour ça que d'un autre côté aussi, je me suis refusé dans l'histoire, c'est une contrainte que je me suis imposée, je me suis refusé à ce qu'il y ait
des éléments classiques des histoires post-apocalyptiques qui sont plus dans la survie, la violence et toutes ces choses-là. Donc là, il n'y a pas un seul cadavre, ils sont tous morts depuis longtemps. Et il n'y a pas de violence, de bras arrachés, de zombies, de trucs comme ça, quoi. Juste des mutants. Voilà, juste des mutants, mais ils sont assez cool. D'accord. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée parce que t'es torturé quand même, parce que... Non, mais c'est impressionnant comme parti pris d'un coup, et de se dire, bon, bah, allez, on enferme tout le monde et ils se débrouillent. Oui. Comment ça t'est venu tout ça? Quand j'ai vu la nouvelle de Jean-Pierre Andrevon, le thème m'avait intéressé, et je me suis simplement au début renseigné sur les catastrophes nucléaires qui avaient eu lieu à Fukushima et puis à Tchernobyl. Et il y avait un article qui avait été écrit sur Fukushima, justement sur un paysan de cette région-là, qui était resté après la catastrophe, malgré tout, et qui essayait de continuer à s'occuper des animaux qui vivaient là-bas, parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, et donc il est resté sur place, dans la zone qui était contaminée, et il continuait à s'occuper des animaux. Et ça m'avait impressionné, je me suis dit, voilà un mode de fonctionnement qui est inhabituel, et qui fait preuve d'altruisme après une catastrophe. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les histoires de science-fiction et qu'on voit quasiment jamais dans les histoires d'apocalypse en science-fiction. C'est plus basé sur d'autres thèmes comme la reconstruction, la survie, etc. Mais... Et puis les mutants sont souvent... Les mutants sont souvent méchants. Ouais. Tandis que là, non, c'est plus les gens, entre guillemets, normaux qui agissent de façon discutable. Oui. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant comme approche, en fait, du thème de la post-apocalyptique, en fait, qui est vraiment, ouais, comme tu le dis, très différent habituellement. C'est bien. Il faut, quoi. Il faut, et puis ça bouscule le genre. C'est vraiment bien, quoi. D'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu as d'autres projets en cours, pour le coup, là? D'autres projets en cours, oui. J'écris toujours des nouvelles, que je publie parfois. Il y en a certaines qui sont sorties cette année, et puis je vais continuer. Après, j'ai des centres d'intérêt assez variés. Donc il y a une des nouvelles que j'ai écrites récemment, là, c'était plus dans le domaine du space opéra, une autre qui était plus dans le merveilleux scientifique, puisqu'elle est sortie dans une anthologie qui concerne le merveilleux scientifique. C'est-à-dire la vieille science-fiction d'avant-guerre, quoi. Mais j'essaye de garder toujours cette contrainte de non-violence dans les histoires. D'accord. C'est vachement bien. Voilà. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile qu'on le pense, parce que la violence, les meurtres et tout ça, c'est quand même un ressort narratif qui est évident. Qui est utile aussi. Qui est utile. Donc, quand on se restreint de ce côté-là, ça oblige à trouver d'autres ressorts, quoi. Et puis c'est ça qui est intéressant dans le processus créatif, du coup, parce que ça oblige vraiment à essayer de changer sa façon de percevoir les histoires. Et voilà. D'accord. Ok. Et sinon, si tu avais des œuvres à conseiller en science-fiction, de préférence, qui parlent de politique, qui l'abordent de près ou de loin, qu'est-ce que tu conseillerais? Des trucs qui t'ont marqué, peut-être. Je ne m'étais pas préparé. Ah, bah, c'est bien. Contrainte. À la question. Mais... Il n'y a pas que toi qui as réfléchi. Je sais pas. Alors, j'y ai pas vraiment réfléchi, là, mais... Ou alors un truc que tu as lu récemment ou moins récemment qui t'a vraiment beaucoup marqué, même si c'est pas politique. Dans un domaine qui n'a rien à voir, j'ai lu
un livre qui a été, un livre qui a été édité par les Moutons Électriques il n'y a pas longtemps. C'est Tout au bout du monde, je crois que c'est Tout au milieu du monde, ou un truc comme ça. Ouais. Tout au milieu du monde. Enfin, c'est un roman graphique en fait qui a été écrit par Mathieu Rivero, Julien Bétan, et puis les illustrations sont de l'illustrateur habituel des Moutons Électriques qui s'appelle, j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais c'est vraiment super bien parce que c'est un roman préhistorique qui se passe à la période préhistorique et la narration est complétée par les dessins. Ce qui fait qu'on a presque l'impression de se retrouver devant le mur d'une caverne et de lire un roman fantastique qui se passe à la fois de façon littéraire stricte et dessiné et illustré. Et c'est assez impressionnant puisque les dernières pages, il n'y a aucun mot dedans, juste des dessins et ça raconte la fin de l'histoire. C'est assez hallucinant comme procédé. Ouais, effectivement, c'est très intéressant, ça valait le coup là pour que tu nous le dises. Tout au milieu du monde, ça s'appelle, je crois. Je me souviens plus trop du titre. Oh, puis on peut mettre les liens sur les vidéos. Magie du pas direct. D'accord. Et tu penses quoi, toi, des intergalactiques et de la manière dont on aborde la politique, même si c'est de loin, hein, parce qu'on n'est pas un festival qui fait de la politique, on est un festival de science-fiction. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce festival? Bah, je pense que c'est naturel, quoi. Les auteurs de science-fiction, peut-être plus que les auteurs d'autres domaines, sont amenés à réfléchir sur la société et puis et à exposer un avis sur le déroulement de la politique, de la vie en communauté. Donc ça me paraît assez naturel de lier les deux. C'est bien dit. Bon, ben merci beaucoup, c'était chouette en tout cas. Et puis, voilà, quand on fait des œuvres aussi bien, c'est normal que... Merci.